Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture varié. Il y aura de la fantasy, comme d'habitude, on change pas les vieilles habitudes, un roman épistolaire qui m'a vraiment énormément plu, et ensuite un récit, je dirais, d'aventure, un récit classique de la littérature young adulte jeunesse. Voilà, on commence tout de suite. Je vous présente le premier qui me tombe sous la main, il s'agit donc du clan des Autori. Alors le livre a vécu plein d'incidents, voilà, il a eu des chutes, il a eu pas mal d'accidents, le pauvre, mais c'est de Liane Hirn chez donc Folio. Ce livre, j'étais juste au courant qu'il y avait énormément de gens qui l'avaient lu quand ils étaient ados, c'est un classique souvent quand on est ado qui est recommandé par les libraires, donc je me suis dit c'est de la littérature japonaise, du moins d'inspiration japonaise, ce qui fait que j'avais envie de découvrir ça, parce que j'ai eu des petites déconvenues parfois, voilà, sur de la littérature fantasy japonaise. Je savais pas s'il y avait un côté fantasy ou fantastique. Bref, je ne savais absolument rien de ce livre, mis à part que c'était pour un public adolescent, et je tiens à le rappeler que je vais le juger comme un livre de littérature adolescent. Jugé comme un livre adulte, j'aurais trouvé que c'était un peu trop jeunesse à mon goût. Mais donc, le clan des Autori, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit auprès d'une communauté qui est très croyante, avec sa famille, ses sœurs, sa mère, bref. Il fait sa petite vie, hein, il se prépare un peu à devenir un homme, et tout va bien jusqu'au jour où il y a des soldats qui débarquent et qui décident de tuer tout le monde. Le jeune homme va essayer de se défendre et va être donc emporté par un soldat qui est un soldat des clans des Autori qui lui sauve la vie et qui va cacher le fait que ce jeune homme appartient à cette communauté qui est assez mal vue. Il va l'adopter et on va suivre donc son histoire à lui. En parallèle, on suit l'histoire d'une jeune fille à la beauté désarmante. C'est une fille de seigneur qui a donc été enlevée, elle sert un peu d'otage et qui va être mariée de force. On est dans un univers où il y a différents clans. Le clan des Autori a été repoussé par un autre clan qui est plutôt majeur et donc il y a toute une guerre de clans. Alors c'est un récit d'abord qui a été un peu, je le couperai un petit peu en deux, parce que j'ai adoré la première moitié et j'ai été un petit peu décontenancée par la seconde partie. En fait, j'ai beaucoup aimé le world building, j'ai beaucoup aimé l'univers un peu japonisant, les combats à l'épée, ces clans différents, les personnages que j'ai trouvé attachants. Certes assez jeunes, mais je trouve qu'ils sont assez matures dans leur façon de voir les choses. Il y a une palette de personnages qui est assez intéressante, que ce soit donc le guerrier du clan des Autori, j'ai adoré ce personnage qui est très preux. On a ce jeune homme que l'on suit qui est plutôt naïf au début et qui va se dévoiler, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que chaque clan a des sortes de pouvoirs. Alors c'est un petit côté fantastique que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a vraiment des très bonnes idées là-dessus. Ça j'ai aimé, les personnages féminins, j'ai aimé ce côté, la beauté tueuse, bref. La palette de personnages m'a beaucoup plu, il y a aussi des histoires d'amour, on a plein de références, on découvre un peu le passé des personnages qui est vraiment intéressant, ça j'ai beaucoup aimé. Donc cette première partie de découverte de l'univers, découverte des personnages, de l'intrigue, voilà, où on a donc ce jeune homme qui est récupéré par une famille et cette jeune fille qui va être envoyée exercer son devoir et que tout le monde meurt à son approche, ça j'ai apprécié. Par contre, j'ai trouvé que le tome était hyper précipité et c'est pour ça que ça m'a décontenancée, parce que il y a plein de choses qui se passent et la fin j'ai pas vraiment apprécié le développement de l'histoire, et surtout j'étais un peu décontenancée par le fait que les événements se passent si vite. Ça répète des schémas un peu du roman initiatique classique, mais sur le coup je m'attendais à ce qu'on travaille plus certains personnages. Il y a des trahisons qui sont assez prévisibles, mais j'aurais voulu que l'histoire aille vers un autre sens que le sens qu'elle a pris. Ça c'est pas moi qui décide, c'est l'auteur, donc ça c'est pour ça que ça m'a un peu décontenancée. Voilà, à la fin j'étais un peu en mode ok, ça se précipite énormément, il y a beaucoup de personnages qui décèdent, et en même temps c'est prévisible parce que les personnages vont préparer les personnages à leur mort d'une certaine manière. Donc voilà, c'est tragique, la fin est assez touchante. Je pense que quand on est ado, ça doit être encore plus percutant parce que voilà, il y a un côté tragique et honneur qui ressort et qui est assez beau. Donc en soi, le texte, je trouve que ça ressort bien un peu les valeurs japonaises sur certains points. Donc ça, c'est vraiment assez beau. L'écriture est sympa, du moins la traduction est sympa. Simplement, je trouve qu'on va un peu à la facilité dans ce tome 1. Dans ce tome 1, même si j'ai vraiment envie de lire le tome 2 et 3, parce qu'en fait la toute fin me redonne envie. J'avais très peur qu'en fait ça soit un seul tome. Je trouve que tout se précipite, où tu te dis le tome il est fini, c'est bon, l'histoire elle est finie. Non, il y a un truc à la fin qui dit ok, c'est pas fini, on va avoir d'autres enjeux, donc j'ai hâte de savoir un peu sur quoi ça va, parce que j'aurais aimé que cette histoire se déroule en fait, que ce soit peut-être l'histoire principale, mais qu'elle prenne plus son temps. Il n'y a pas beaucoup de temps pour développer les complots politiques. Les personnages sont assez manichéens dans la façon de se comporter, notamment les méchants. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que
certains personnages où on a l'impression qu'elles auraient ce rôle-là, ont un autre rôle. Il y a vraiment des très bonnes idées comme le parquet rossignol, c'est un parquet où quand tu marches dessus, il y a un rossignol qui chante, donc ça te permet de pas être découvert, voilà, de pas te faire attaquer pendant la nuit. Il y a vraiment des très bonnes idées, donc c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié, ça n'a pas été non plus une lecture de ouf, mais une lecture détente qui s'est super bien passée. Je pense que ado, j'aurais vraiment adoré cette lecture, vraiment c'est le genre de livre que j'aurais vraiment apprécié, donc si vous avez des ados, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant, ça se lit bien, et pour les gens qui aiment bien la culture japonaise, il y a quand même un sous-texte, alors c'est pas non plus extrêmement creusé, voilà, c'est pas le but, c'est pas un récit qui est vraiment là-dessus, mais il y a ce contexte qui est assez sympa. Et cet univers un peu fantastique que j'espère voir développer dans le tome 2 et 3. Vraiment passer un bon moment en disant que c'est un livre qui a une histoire qui est déjà vue, mais qui est assez agréable de découvrir. Alors je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment surprise. Je pensais pas aimer et je pensais pas le lire d'une traite parce que c'est le genre de livre qu'on ne lit pas d'une traite. Voilà, j'ai des livres sur Tolkien comme ça, je lis des chapitres de temps en temps. Là, j'étais un peu, pas bouleversée par ce récit, mais j'ai été vraiment dedans, j'avais envie que de le lire et je trouve ça passionnant. Donc il s'agit de Au bonheur des lettres, donc c'est chez le livre de poche, recueil de courriers historiques inattendus et farfelus. En fait, le principe du livre est un peu dans le titre, c'est un mec qui a compilé des lettres, voilà, de différentes époques, des lettres importantes ou qui témoignent d'une époque. Donc on va autant avoir des lettres d'Élisabeth, alors la première lettre c'est Élisabeth d'Angleterre, la reine actuelle, on a des lettres de Jack l'Éventreur, on a des lettres au président Roosevelt, on a des lettres Mick Jagger, on a des lettres sur Pearl Harbor, on a des lettres sur des écrivains Scott Fitzgerald, on a... Il y a tellement de choix, il y a des lettres avec Abraham Lincoln, des courriers de fans, des menaces de mort, des courriers d'indignation sur des situations où je me doutais pas que ça... Voilà. Qu'il y avait ça, des courriers aussi humoristiques. Il y en a un notamment, alors il m'a fait beaucoup rire sur les castors, parce qu'il y a un mec, ça lui est arrivé, je crois c'est aux États-Unis, il y a son voisin qui a porté plainte parce qu'il y avait des barrages qui avaient été construits sur son terrain. Alors déjà le mec lui dit que c'est pas son terrain, c'est le sien, donc voilà. Et les barrages sont... L'administration a demandé à ce qu'on détruise les barrages, et donc le mec lui a dit c'est des castors qui ont fait les barrages, donc en fait ils ont pas le droit de les détruire, et donc il formule toute la lettre en disant pour qui il se prend pour dire qu'il travaillera mieux que les castors devraient prendre une assurance de travail quand ils font... Bref, il y a des lettres qui sont assez humoristiques et bien tournées. Il y a des lettres de Léonard de Vinci, il y a des lettres aussi qui sont assez bouleversantes parce qu'elles ont eu un impact historique. Je pense notamment à une lettre d'Einstein qui envoyée donc au président des États-Unis, qui est donc le premier pas pour les bombes atomiques. Bref, c'est énormément de lettres, voilà, d'inconnus, d'Elvis Presley qui collectionne les badges. Il y a vraiment de tout dans des époques différentes, donc c'est assez palpitant parce qu'au niveau historique c'est vachement riche, parce que ça te donne un point de vue historique. Alors des fois c'est la grande histoire, voilà, avec des éléments comme je vous dis, Einstein avec les bombes, que ce soit Elisabeth Ière, Roosevelt, les Kennedy, bref, des lettres qui sont très importantes. Alors c'est souvent des lettres anglophones, je crois pas qu'il y ait de lettres françaises dedans. Le grand incendie de Londres en 1666 il me semble. Bref, il y a tous ces événements là qui se passent et qui sont intéressants de voir au niveau épistolaire. De base, j'adore les romans épistolaires, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, ce depuis mon entrée je crois au collège, j'aime ça déjà de base, et j'aime les lettres, c'est quelque chose qui se perd, mais c'est aussi un moyen de voir comment les gens avaient la prose, voilà, à l'époque les gens écrivaient très très bien, on avait voilà un discours de lettres, et je veux dire un vieux discours de vieille personne, mais c'est vrai qu'on a perdu un peu ça avec les SMS et tout, parce qu'on consomme autrement, mais il y a des très bons livres maintenant qui sortent qui disent que les SMS peuvent être de la poésie, je pense notamment à Amour, je sais plus quoi, Amour, je vous mettrai la photo. Mais voilà, mais il y a des très bonnes choses, mais là, le fait de redécouvrir l'histoire par l'épistolaire, c'est assez intéressant. Il y a des choses aussi qui m'ont vachement surprise parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. On parle souvent de la ségrégation, notamment faite aux personnes noires, et là, on a de la ségrégation faite au peuple asiatique, notamment aux États-Unis avec les écoles où on empêchait les enfants asiatiques d'aller dans des écoles publiques. Voilà, il y a plein de discours différents et c'est vraiment intéressant, ça permet de découvrir des gens qui sont célèbres, voilà, sous un autre angle, notamment par exemple dans leurs relations épistolaires, il y a Dostoïevski, voilà, et les conditions russes quand il y a eu des problèmes et tout. Bref, il y a
ça permet d'avoir d'autres images de personnes connues, d'avoir des portraits d'inconnus et d'avoir un peu un sous-texte historique hyper intéressant. Moi personnellement j'ai adoré ça sur cet angle-là. Le seul petit bémol que je pourrais dire au livre, c'est que c'est très ethnocentré sur, sur les langues anglophones. Après c'est normal, je pense que le mec qui a recueilli est anglophone, donc c'est pour ça. Le seul truc, c'est que je trouve, alors, que les lettres, il y a 2 points. Il y a un truc, c'est un problème un peu éditorial, et l'autre, c'est un problème de choix de lettres. Alors, il y a des lettres qui sont choisies, et notamment, il y a des gens qui reviennent. Par exemple, il y a plusieurs lettres de Scott Fitzgerald, alors qu'il y a plein d'autres auteurs, je pense qu'on aurait pu illustrer avec d'autres lettres d'autres auteurs. Donc ça aurait été intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi pour Roosevelt et tout. Donc en fait, on voit que l'auteur a des thématiques qui leur plaisent, mais le but du livre, c'était vraiment, je pense, de mettre différentes lettres, voilà, avec différentes personnes. Donc parfois, on a un petit peu de répétition. Si quelques poèmes asiatiques, oui, dans le texte, qui sont très très beaux, des lettres souvent d'adieu avec les guerres et tout. Bon bref, ça me permet en plus donc t'as la lettre, mais à chaque début de lettre, il y a le contexte. Et ça, c'est vachement bien. Parce que déjà, t'arrives à comprendre le but de la lettre, et surtout, ça te permet d'apprendre des choses historiques. Donc il y a ce point où il y a des auteurs qui reviennent, et c'est dommage, parce que, bon, il n'y a pas d'auteur français, je crois, dedans, mais on a quand même il y a les sculpteurs, il y a plein de gens qui ont des relations épistolaires dans le temps, et ça aurait été bien de mettre d'autres personnes avant. Le deuxième point, c'est un point de vue éditorial. En fait, il y a des facsimilés, donc pour certaines lettres, vous voyez, il y a les impressions. Voilà, des lettres, ce qui donne un cachet au livre et qui est intéressant, il y a des portraits et tout. Certaines lettres, on va juste mettre le contexte et juste la lettre. Donc moi, je me suis fait chier à les lire en anglais, parce qu'il n'y avait aucune annotation comme quoi elles étaient traduites quelque part. Et en fait, elles sont traduites à toute la fin du livre, il n'y a pas d'astérix, il n'y a rien. Donc sur le coup, j'allais vous dire, il fallait parler de l'anglais pour comprendre. Mais elles sont traduites à la fin, mais ne sont pas explicitement mentionnées. Donc si vous achetez le livre, n'hésitez pas à vous référer à la fin pour lire les facsimilés si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Donc voilà, mais c'est aussi intéressant, alors moi c'est vraiment un truc de littéraire, mais de voir la graphie des auteurs, notamment là je suis tombée sur la lettre de la découverte de l'ADN. Voilà, mais ce qui est assez hallucinant, parce que tu te dis, les gens ils se disent j'ai découvert un truc je pense important, et en fait t'as découvert l'ADN mec, c'est important. Voilà, mais vraiment c'était vraiment intéressant, j'ai été surprise, et je l'ai lu presque d'un bloc, j'avais envie de découvrir chaque lettre, ça se lit très très bien, et c'est... Bon, après s'il faut aimer l'histoire, ça permet d'apprendre plein de choses sur différents milieux, que ça soit le milieu scientifique, littéraire, artistique, historique, géopolitique, militaire, bref, plein de choses. Il y a des lettres aussi qui sont hyper angoissantes, par exemple il y a toute une lettre avec Jack l'Éventreur, voilà, qui est pas très plaisante. Voilà, il y a aussi des lettres très violentes, donc il y a de tout, ça peut correspondre un peu à tout le monde, mais grosse surprise parce que c'est un livre que j'avais récupéré d'un déménagement de quelqu'un qui déménageait, sans trop y prêter en me disant bon je vais en lire quelques-unes, voir si ça me plaît, et en fait j'ai vraiment adoré, donc franchement... Alors, à tous les coups, je sais pas si c'est encore publié, c'est sorti en 2013 aux États-Unis. Et c'est sorti en 2014 chez Seuil, avant d'être... Donc je sais pas si le livre de poche l'édite encore, mais franchement, si vous aimez les lettres, ou les romans épistolaires, ou tout ça, ou si vous aimez l'histoire, ça peut être un bon moyen de découvrir ça, sous un autre angle, donc vraiment très sympathique, j'ai vraiment adoré ma lecture. Et ça a été une coupure avec la fantasy qui m'a fait beaucoup de bien aussi, donc ça c'était super cool. Et enfin, le dernier, alors là je viens tout juste de le finir, je voulais déjà remercier Thierry, si tu es là, et si je dis bien mon prénom, la lettre est rangée dans une boîte quelque part, mais donc je vous présente le 8e sortilège. Alors je ne le trouvais pas ce livre, je ne le trouvais pas, et donc Thierry qui est un des abonnés, voilà, qui me l'a envoyé donc très gentiment, merci beaucoup, comme ça j'ai pu continuer Terry Pratchett parce que ma libraire n'arrivait pas à le commander. Donc là, le 8e sortilège, je crois, nous allons nous référer que c'est le 2e tome en termes de publication. C'est donc la suite, alors avec Pratchett, voilà, je maîtrise de plus en plus l'univers, donc voilà, c'est la suite de la 8e couleur, et donc c'est le cycle des mages, parce que Pratchett... au début j'étais partie du fait de lire dans l'ordre, ce que je vais essayer de faire de publication parce que j'aime bien voir comment les lecteurs l'ont reçu dans l'ordre de publication, mais Pratchett conseille de les lire quand tu les lis pas à la suite comme moi, les lire par cycle. Et donc ça c'est le cycle des mages, c'est un des cycles principaux avec le cycle des sorcières, et donc c'est la suite directe de la 8e couleur, il faut avoir lu la 8e couleur pour lire le 8e sortilège, où on continue à suivre ce cher Rincevent, ce cher
sorcier pas doué qui est un peu ronchon sur les bords, avec donc De Fleur qui est un touriste. Alors dans la 8ème couleur, Rincevent va être chargé de De Fleur qui est venu en touriste, il est chargé un peu de le protéger, et il va leur arriver 36 000 aventures. Et donc dans celui-ci, on continue en fait l'histoire où Rincevent a quelque chose dans la tête de particulier et qui ne peut pas vraiment se servir de sa magie. Voilà, c'est un magicien un peu raté. Et dans celui-ci, au niveau de l'intrigue, c'est pas mon préféré, même si la fin m'a fait un petit pincement au cœur quand même, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un tome qui parle beaucoup de la fantaisie. Voilà, on va dire qu'il y a beaucoup de références à la fantaisie humoristique, et vraiment c'est hyper agréable quand tu aimes bien ça, de découvrir un peu les petites pointes. Alors il y a autant des pointes envers Tolkien, il y a vraiment un personnage, il y a un personnage réinterprétant Conan, mais un vieux monsieur rabougri, voilà, le vieux Conan, voilà, qu'on retrouve après, donc le Conan est retrouvé et c'est assez drôle, donc c'est un personnage qui fait partie de l'intrigue. Voilà, on a tout un truc aussi avec Lovecraft, on a plein de petits points sur la fantaisie, sur ces clichés, sur les ogres. Même il y a tout un passage où tu vois que j'ai l'impression que c'est une réécriture du passage des trolls avec les hobbits, d'une certaine manière. Donc ouais, c'était assez palpitant comme ça dans la réinterprétation. Au niveau de l'histoire, ça continue l'histoire. Alors le cycle des mages pour l'instant, le cycle de Rincevent, c'est pas celui que je préfère, on va dire, même si c'était hyper agréable, et que là, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a vraiment, là pour le coup, la 8ème couleur et le 8ème sortilège, ça conclut quand même un arc narratif. Mais c'est assez triste, c'est drôle, ça reste toujours drôle. Celui-ci, il y a beaucoup de jeux de mots, contrairement à ce que je vous ai présenté il y a pas longtemps, Pyramide, qui est plus un pastiche. Là, en plus, on a quand même un côté pastiche, dans le sens que ça réinterprète les univers de fantasy, mais c'est hyper drôle de retrouver tous ces clins d'œil, tout cet humour, c'est un peu cette critique sous-jacente, mais qui est quand même bon enfant, c'est ce que j'aime avec Terry Pratchett. Dans plein de blagues, il y a une réflexion, notamment, donc on suit un touriste, De Fleur c'est un touriste, et on a toute une réflexion sur vivre le moment présent, ou prendre des photos et les classer dans des albums, voilà, et passer à côté de sa vie. Il y a tout un truc comme ça qui est décrit, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est pas ma préférée de Pratchett pour l'instant, mais c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, j'ai même préféré à la 8ème couleur. En fait, le premier, celui que je pense moins aimé depuis le début, mais vraiment c'est assez drôle et les personnages sont agréables à suivre, on s'y attache au niveau des tomes, ça construit vraiment un univers. Voilà, là à partir de 4-5 Pratchett, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers du Disque Monde, de voir un peu plein de personnages différents, des routes qui se séparent, et vraiment, si vous aimez l'humour anglais, si vous aimez les choses un peu pastiches, un peu réinterprétation, trouver un peu des clés de lecture qui vous font réfléchir, et en même temps découvrir un classique de la fantasy, parce qu'on cite toujours Tolkien, on cite Eddings, on cite Lovecraft, on cite plein d'auteurs comme ça, mais Pratchett, moi pour ma part, je trouve que ce mec a la même place que Tolkien, parce qu'il est vraiment pilier de la fantasy humoristique, qui n'est pas forcément la fantasy la plus mise en avant, mais véritablement, moi j'adore, et je suis bien partie pour continuer mon petit challenge de cette année, de tous les lire. Est-ce que ça serait possible si j'arrive à les trouver, bien sûr, parce que c'est pas un problème de temps, c'est un problème de j'arrive pas à les trouver, voilà. Mais sur ce, bah c'était plutôt génial, donc je vous le conseille. Donc sur ce, voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me conseiller aussi si vous avez des récits épistolaires que vous appréciez. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup les liaisons dangereuses et tout. Bref, j'adore ce genre de livre. Et sur ce, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, très bonne journée, de très bonnes vacances. Parce que là, moi je filme en juin, mais en fait ces vidéos vont sortir en juillet, donc vous êtes peut-être en vacances. Il peut peut-être la canicule absolument. Aujourd'hui en Normandie, il fait frais depuis 4 jours. On n'a pas l'impression d'être au mois de juin. Soit tu crèves de chaud, soit t'es obligé de mettre un pull. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure, et sur ce, je vous souhaite de très bonne lecture et une très bonne journée.